Mais il y a quelque chose dont nous avons vraiment besoin, en plus de la satisfaction des besoins élémentaires, c'est d'aimer et d'être aimé. Un malheur à ceux qui ne sont pas aimés ou ceux qui ne savent pas aimer. Alors ils sont seuls. Et on n'est pas bien longtemps seul. On peut parfois être bien seul, disons quand on sort d'une relation torride et épuisante, mais ça dure qu'un petit bout de temps. Et après, on n'est plus bien seul parce qu'on a besoin d'aimer, d'être aimé. Et ça, c'est un besoin fondamental. C'est un domaine où on n'a pas besoin d'être sobre. Ça serait mieux qu'on soit comblé. Alors nous avons dû un truc extraordinaire qui est Facebook, où tout d'un coup on est aimé par 10 000 personnes. J'ai vu hier soir à la télé dans ma chambre qu'on allait probablement autoriser les enfants de moins de 13 ans de se mettre sur Facebook. Enfin c'est démentiel, c'est affreux, il faut pas. On va le faire, parce que c'est très important pour leur communication. Mais s'ils aiment papa, maman, les copines, les copains, la tante, l'oncle, le grand-père, la grand-mère, c'est déjà bien. Voilà, c'est le côté un peu fou de notre société. Nicolas Sarkozy a eu l'audace incroyable de dire qu'il faut moraliser l'Internet. Il s'est fait tuer sur le champ. Tous les gens qui gèrent l'Internet ont dit il est fou. Il y en a d'autres qui le disent aussi, mais en tout cas ceux-là l'ont dit, et je trouvais qu'il avait raison. Bien sûr qu'il faut moraliser un peu tout ça. Et quand je sors mes paplards sur Internet et que je vois un paplard hier, je entre les mains, parce que je cherche un truc sur les dinosaures ont disparu il y a 600 000 ans. Non, c'est 65 millions d'années, je prends le paplard, et je mets à la poubelle et je me dis, mais le gosse qui est au lycée et qui a un devoir à faire, s'il a pris ce paplard, il va croire ce qu'il y a dessus. Et tout ça pose des tas de problèmes. Sobriété. Alors après ça, il y a une troisième valeur qui est importante dans les affaires qui nous concernent, dont on parle énormément, c'est la diversité. J'ai évoqué le bleu, blanc, rouge des fleurs des champs, qui ont tendance à disparaître, ce qui laisse les abeilles sur leur faim, parce que les abeilles se nourrissent du nectar des fleurs des champs, et que ces fleurs des champs disparaissent sous l'effet des pesticides. Mais la biodiversité, c'est un thème important, sur lequel, figurez-vous, chers amis, nous avons une bonne nouvelle. On vient de publier dans Nature, qui est à la science que la Bible est au christianisme, on vient de publier une étude très fine, très bien foutue, où on nous explique que les prévisions à l'horizon 2050 sont moins pessimistes qu'on ne le croyait. J'ai vu la confirmation de ce que je pense toujours. Chaque fois que je fais une conférence sur la biodiversité, ce que je dis à mes auditeurs, c'est ne croyez surtout pas aux chiffres que vous avez dans les bouquins, dans les médias, dans les journaux, sur la biodiversité, sur laquelle, en 2050, 70% des plantes auront disparu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est évidemment pas vrai. Voilà, mais on avait des chiffres pessimistes, mais ça c'est le fruit du catastrophisme dont je parlais tout à l'heure. Il faut bien sûr sauvegarder la biodiversité, mais peut-être que ça se passe pas aussi mal qu'on le dit, même si ça se passe pas très bien. Ceci ne va pas nous dégager de la responsabilité de veiller à la biodiversité. Mais il n'y a pas que la biodiversité. Il y a aussi l'ethnodiversité au sein de notre espèce. Au sein de notre espèce, il y a une formidable diversité dans les couleurs de peau, biologique alors, mais aussi dans les cultures, dans les traditions, dans les langues, dans les religions. Et voilà-t-il pas qu'on s'est mondialisé et qu'il faut que tout le monde vive ensemble. Alors ça, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Il faut que tout le monde vive ensemble. Alors je pense qu'il ne faut pas continuer à aller vers cette tendance à dénigrer ceux qui viennent d'ailleurs. Il faut arrêter ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Et je suis frappé de constater malheureusement de plus en plus ce petit fond raciste qui n'était pas dans les traditions de notre peuple, qui a été de tout temps un peuple très accueillant et qui a su intégrer des populations allogènes. Il ne faudrait pas que nous perdions cette qualité. La diversité, si elle est reconnue, nous mène à la paix. J'ai été très proche de Robert Schuman, qui est le père fondateur de l'Europe. C'est le titre
que le Parlement européen, dont il a été le premier président, lui a décerné. Et il a eu l'audace en 1950, 4 ans et demi, 5 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de réconcilier la France et l'Allemagne. Ce qui était un acte politiquement complètement suicidaire. Parce qu'on n'avait pas envie, nous Français, qui avions subi les affres de la guerre, de nous réconcilier avec les Allemands. On s'est réconcilié avec les Allemands et en plus on a fait l'Europe. La conséquence du fait qu'on s'est reconnu comme divers, puisque la devise de l'Europe que personne ne connaît, c'est unis dans la diversité, le fait qu'on s'est reconnu comme divers a comme conséquence qu'il n'y a plus de guerre en Europe. Et ça, nous ne sommes pas conscients de cette nouveauté absolue. En Europe, on a cessé de se faire la guerre. On s'est toujours fait la guerre. On ne se fait plus la guerre. Parce qu'on se reconnaît dans la biodiversité et dans l'ethno-diversité. Et ce modèle, il faudra, tôt ou tard, mais peut-être que ça sera la génération suivante, l'étendre à la planète tout entière. Ce que a été réalisé pour le vieux continent, ça serait bien qu'on le réalise pour toute la Terre, et qu'on apprenne à devenir fraternel avec ceux qui sont différents de nous, par leur tradition, par leur culture et par leur religion. Et c'est une raison pour laquelle, personnellement, j'ai des relations très, très amicales et très chaleureuses avec des musulmans. J'en connais beaucoup et nous échangeons énormément. Et ça serait mieux de faire comme ça que de passer de notre temps à la télévision à revenir tout le temps sur ces questions. Et puis, ça sera la dernière grande valeur de l'écologie, c'est de retrouver un type de relation avec la nature qui ne soit plus une prédation. Nos rapports avec la nature ont énormément changé au cours de ce millénaire. Pendant la première moitié du millénaire jusqu'à la fin du Moyen-Âge, mais depuis déjà beaucoup plus longtemps, comme l'a très pertinemment dit M. Duriez, la nature était sacrée, et dans la chrétienté, qui était à l'époque le mode de vie social de nos pays européens, on disait la beauté de la nature reflète la beauté du Créateur. On reprenait ici une expression chère aux Grecs anciens, parce que nous disons la bonté de Dieu, mais pas la beauté de Dieu. Les Grecs disaient Dieu est beau. Ils disaient Dieu est beau parce que pour eux, la beauté et la bonté, c'était la même chose. La bonté, c'était la beauté de l'âme. Et donc, on a eu, par rapport à la nature, une certaine révérence, qu'ont encore, bien sûr, les peuples premiers, mais que nous avons perdu à la Renaissance, lorsque Descartes, qui a baptisé l'endroit où nous sommes, a déclaré que nous étions comme des maîtres et des possesseurs de la nature. Et nous ne sommes pas ni maîtres, ni possesseurs de la nature. Si nous étions maîtres de la nature, nous serions sur le champ immortels, puisque notre corps c'est la nature. Si nous étions maîtres de la nature, il n'y aurait pas de tsunami, il n'y aurait pas de tremblement de terre, il n'y aurait pas de volcan qui crache en Islande. Nous ne sommes maîtres de rien du tout en ce domaine-là. Nous n'aurions pas non plus de sécheresse, parce que nous ferions pleuvoir. Donc nous devons avoir avec la nature des rapports de partenariat, un autre type de rapport, des rapports aussi de coopération, parce que à partir de Darwin, on a vu la nature comme exclusivement compétitif. C'était l'idée que régnait la loi de la jungle, la loi du plus fort, la lutte pour la vie, autant là que je m'y mette. Cette idée qui s'est transmise aux sociétés par le marxisme qui a développé la théorie des luttes, par le capitalisme qui a développé la théorie de la concurrence. Donc tout le monde se bat, tout le monde est en concurrence, tout le monde est en compétition, tout le monde est en lutte, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est sans doute l'honneur de l'écologie d'avoir montré qu'il y a dans la nature beaucoup de coopération. Des coopérations de toutes sortes. Au point que j'ai pu écrire un bouquin sur la solidarité dans la nature et dans la société. C'est pas le thème qu'on développe maintenant, mais c'est important de savoir qu'il y a énormément de coopération dans la nature. Ces plantes qui sont là-bas ne sont là que parce que dans le sol, il y a des micro-champignons qui les alimentent en phosphate.
S'il n'y avait pas les micro-champignons que personne ne voit et dont on ne sait même pas qu'ils existent, il n'y aurait pas de plantes. Voilà un exemple, et puis on pourrait multiplier à l'infini. Donc, ayons une vision coopérative aussi de nos rapports avec la nature, sachant que il y a de la solidarité partout, et dans la nature, et bien sûr dans la société, il y a aussi beaucoup de solidarité. On n'en parle pas beaucoup. Mes chers amis, imaginons un seul instant que demain, il n'y ait plus d'ONG, il n'y ait plus d'humanitaire, et il n'y ait plus d'Emmaüs, il n'y ait plus de secours populaire, il n'y ait plus de secours catholique, il n'y ait plus de Restos du Cœur. Quelle société ce serait? Ce serait une société invivable. Mais il y a tout ça. Et puis il y a l'économie solidaire, les mutuelles, de santé, d'assurance, etc. Donc il y a toutes ces valeurs positives de solidarité auxquelles nous ne sommes pas suffisamment attentifs, mais qui sont des valeurs porteuses. Et je reviens aux Grecs. Les Grecs ont inventé la démocratie, c'était pas la même que la nôtre, les femmes ne votaient pas, et ce n'était que les élites masculines qui votaient. Et alors ils disaient, pour que ça marche, il faut qu'on pratique la règle d'or. Pour les Grecs, la règle d'or, c'était « fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent à toi ». Ça, pour les Grecs, c'était la règle d'or. Les Grecs ne savaient absolument pas, parce qu'il n'y avait pas la mondialisation et que chaque culture vivait sur son territoire, les Grecs ignoraient totalement que cette règle d'or était présente au mot à mot dans les textes sacrés de toutes les religions du monde. Toutes les religions du monde, pratiquement mot à mot. Dans le christianisme, elle est à l'endroit. Jésus dit « fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent à toi-même ». C'est toujours la même idée. Et les Grecs disaient « si on s'applique cette règle, on arrivera à des consensus démocratiques entre nous ». Alors, c'est très beau. C'est un peu le code fondamental de la vie sociale. Si on porte en soi-même cette valeur et si on essaye de la vivre, tous les rapports humains sont changés. Tous les rapports humains sont changés. Et mieux que ça, quand on dit les autres, ça peut être aussi les animaux, les végétaux, et on entre alors dans une vision très conviviale du vivre ensemble, tous les vivants de la Terre. Vous savez que l'Union européenne est en train de mettre la main finale à une directive sur le bien-être animal. On ne verra plus dans quelques années ces élevages industriels où le bétail est affreusement maltraité, où les pauvres poules sont anxieuses parce qu'elles sont serrées les unes contre les autres, où les animaux n'ont pas un minimum d'espace. Tout ça va changer et ça va évidemment dans ce sens. Mais on peut encore aller plus loin et je voudrais évoquer la figure d'un ornithologue américain qui vivait il y a 200 ans et qui était effaré par la brutalité avec laquelle les pionniers américains fonçaient vers l'ouest. Et alors ils tiraient sur tout ce qui bouge. Ils adoraient tirer sur les bisons. Ils faisaient des cartons. Ils arrêtaient le train qui avançait petit à petit toujours plus loin vers la Californie et vers l'océan Pacifique. Et du train, ils alignaient 1000 bisons d'un coup. Et alors ils étaient très fiers. C'est à qui on avait tué le plus. Ce qui horrifiait les Indiens. Parce qu'ils les tuaient pas pour les manger, mais pour le plaisir de les tuer. Et cette brutalité de l'homme blanc scandalisait absolument les Indiens, parce que les Indiens sont sobres, nous l'avons dit, et quand ils tuent un bison, ils mangent leur bison. Et après ça, ils tuent un deuxième bison quand ils ont mangé complètement le premier, y compris en rognant les os. Alors ils tiraient aussi naturellement sur les Indiens, ce qu'a donné les films de cow-boys. Et puis ils tiraient sur les grands oiseaux, notamment les condors, qui ont 3 mètres d'envergure lorsque leurs ailes sont déployées, et qui font donc des cartons extraordinaires. Et notre ami Macmillan pensait que les condors allaient disparaître. Et ils n'ont pas disparu, on a réussi à les sauver. Et il a écrit ceci, mais c'est très beau, il a dit « il faut sauver les condors, c'est pas tellement qu'on a besoin des condors, c'est qu'on a besoin de les sauver, parce que pour les sauver, il faut développer des qualités de sensibilité humaine dont nous aurons besoin pour nous sauver nous-mêmes. » C'est évidemment très beau. Et surtout, c'est évidemment très vrai. Si nous ne voulons pas
être dans des rapports de destruction, de prédation, de domination par rapport à la nature et par rapport aux autres, alors c'est cette sensibilité-là qu'il faut évidemment que nous sachions développer. Et j'évoquerai maintenant, pour finir, une autre personnalité, mais qui m'a été très proche aussi. Ce sont mes pères, Schumann et Théodore Monod. J'ai rencontré Théodore Monod à l'occasion d'un livre que nous avons fait ensemble, il y a de ça une dizaine d'années. Il était très âgé, il avait 96 ans. Et quand nous avons fini d'enregistrer nos cassettes, j'ai senti qu'il avait envie de me parler, et il avait envie de se confier. Et il me dit, mais Jean-Marie, vous avez l'air d'être optimiste. Vous êtes optimiste? J'ai dit, je suis raisonnablement optimiste, en tout cas engagé pour que ça se passe pas trop mal. Oui, mais il me dit, mais vous savez bien que l'humanité va disparaître. J'ai dit peut-être, mais on ne sait pas quand. Là, tout de suite, en 2100, il n'y aura plus un être humain sur la Terre. J'ai dit, bigre. Vous êtes très pessimiste, 2100, c'est quand même pas loin. Ah non, 2100, il n'y a plus personne. Il m'a dit, écoutez, quelle espèce nous sommes? Vous savez, Jean-Marie, que les hindous, ils adorent les vaches. Regardez les vaches dans un champ. Paisibles. Elles ne se disputent jamais. C'est pour ça que les hindous l'ont pris comme un modèle de paix et de sérénité dans la vie subhumaine. Les lions, méchants. Non, quand ils ont mangé leur antilope, ils dorment 23h30 sur 24, ou à peu près, ils ne bougent pas, ils ne se taquinent pas, ils ne s'embêtent pas. Même les lions ne sont pas si agressifs que nous le croyons. Alors vous me direz, il y a les chimpanzés. Les chimpanzés, ils se taquinent tout le temps, ils s'embêtent les uns les autres tout le temps, ils font des guerres entre eux. On a souvent trouvé des morts après des combats entre bandes de chimpanzés. Alors oui, malheureusement, nous sommes comme les chimpanzés. On a le même patrimoine génétique, on n'a vraiment pas de chance. Il fallait bien que ça nous arrive, ça, me dit-il. Et nous sommes continuellement en conflit. Partout, tout le temps, nous sommes toujours dans des conflits. Et nous attribuons les moyens de mettre des termes à nos conflits, c'est-à-dire des moyens guerriers. Nous adorons fabriquer des armes. Nous mettons chaque année 1900 milliards de dollars pour l'armement, donc pour s'entretuer. Et comme il faudrait 140 milliards de dollars pour nourrir le milliard d'hommes qui n'est pas nourri à sa faim, nous ne les trouvons pas. Et qu'est-ce que vous pensez d'une espèce et de ses chances de survie qui dépense tant d'argent pour s'entretuer et si peu pour se nourrir convenablement, en tout cas pour ceux qui n'en ont pas les moyens? Alors je l'écoutais, je me suis dit évidemment, sa démonstration est brillante, ses arguments sont pertinents. Il me regarde avec ce regard bleu profond que j'oublierai jamais. Et il me dit, oui, je sais ce que vous pensez. On pourrait faire mieux, Jean-Marie, n'est-ce pas? J'ai dit oui. N'est-ce pas, me dit-il, nous sommes chrétiens, vous et moi, et c'est vrai, je suis très chrétien. Alors il y a le aimez-vous les uns les autres. Alors, cher Jean-Marie, ça fait 2000 ans que tous les curés, tous les pasteurs depuis 500 ans seulement, rabâche ça. Eh bien, ça marche absolument pas. Vous êtes d'accord que ça marche pas? Je lui dis oui, tout à fait d'accord. Mais vous ne savez pas, Jean-Marie, pourquoi ça marche pas? Ben, je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Eh bien, ça marche pas parce qu'on n'a jamais essayé. Pour de bon. Il me dit, si on essayait pour de bon, on réglerait tous nos conflits et en même temps, on arriverait à régler tous nos problèmes. Parce qu'on serait capable de travailler la main dans la main et de faire avancer les choses beaucoup plus vite que dans le climat dans lequel nous vivons, nous, espèces humaines. Alors pour de bon, il faudrait que tout d'un coup les humains se mettent à s'aimer pour de bon. Alors on imaginerait, me dit-il, un président de la République qui parlerait du progrès économique et social, scientifique et technique et spirituel. Il serait renvoyé dans les cordes immédiatement, on dirait il est fou. Mais il me dit, ça serait tellement important. Puis il me regarde de nouveau comme ça, profondément. Et me dit, vous savez, je vous aime bien. Je dois vous dire quelque chose. Je suis très angoissé, parce que
Bien sûr, je vais bientôt mourir. Mais j'ai l'impression j'aurais dû le dire ça. Je l'ai jamais dit. Je comprends pas comment je me suis pas impliqué pour dire ça. C'est très important. Mais si vous me disiez que vous le diriez dans vos conférences, comme vous en faites beaucoup, je crois que je serais soulagé. Et il me tombe dans les bras, en sanglots, je le prends dans mes bras, je le serre dans mes bras, il est tout petit, tout maigrichon, moi j'avais de la place, et je dis, écoutez, je vais le dire dans les conférences. Oh, Jean-Marie, bon, je le quitte, il meurt quelques mois après. Son fils que je rencontre 3-4 ans après me dit, mais qu'est-ce que vous avez raconté à mon père pour le calmer? Nous, on n'arrivait pas à le calmer. Ben, j'ai dit, je vais raconter ça. Ben, ça l'a calmé. Ben, très bien. Puis je monte dans le métro, je vais à la gare de l'Est, prendre mon train. Ben, je me dis, le vieux Père Monod, il a raison. Oui, il a raison. C'est vrai, c'est évident. Donc je vais dire ça dans les conférences. Alors c'est valable évidemment pour tout le monde. Je viens pas ici vendre une idée catho. C'est valable pour tout le monde. L'amour a une valeur universelle, évidemment. Et quand il y a 1 an et demi, on a vraiment cru que le capitalisme allait s'effondrer, les banques tremblaient sur leur base, le président de la République nous a annoncé qu'il nous garantissait la possibilité d'aller au guichet chercher quelques euros, parce qu'on n'était plus sûr qu'on aurait des euros au guichet des banques. Vous vous rappelez, tous les soirs la bourse dégringolait plus que la veille, qu'on ne savait plus très bien où allait le bateau, et on avait l'impression qu'il n'y avait plus beaucoup d'eau sous le bateau. Je me suis dit, mince alors, j'ai cru que le capitalisme et le communisme allaient être face à face jusqu'à la fin des temps. Nous croyons aujourd'hui que la gauche et la droite seront face à face jusqu'au jugement dernier. Et puis bon, le communisme s'est effondré. Alors le capitalisme pourrait s'effondrer aussi. Et alors on aurait pu, dans le journal, tous les jours, la liste des nouveaux milliardaires. Ce petit jeune homme qui a fait Facebook et qui est multimilliardaire alors qu'il l'a inventé il y a 5 ans, il y a quelque chose qui colle pas là-dedans. C'est pas bien. Ah ben, je me suis dit, tant pis, ça va secouer fort, on va aller vers une économie plus solidaire, plus durable aussi, on va mettre toutes les valeurs de l'écologie à notre programme, et puis, après ce changement de culture qui est en cours, auquel nous travaillons aujourd'hui même, tous ensemble, chers amis, eh bien, il y aura un changement de civilisation, pour le coup, alors, et puis ça sera le moment d'inventer avec les plus jeunes la civilisation de l'amour. Merci beaucoup. Le goupillon. Si vous avez encore 10 minutes ? Oui. 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 Alors on va en profiter. Oui, profitez. Voilà, si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, des éclaircissements, demandez à Jean-Marie Pelt. Dépêchez-vous, c'est le moment, parce qu'après, je sais qu'il repart. Oui. Non, mais on attend. Oui, monsieur, oui. On a bien sûr, on n'est pas pressé. Mais il faut tenir le timing. Bonjour, merci de cette magnifique présentation. Je vais me permettre de poser une question, non pas polémique, mais une question un peu difficile, mais vous allez pouvoir y répondre parce que vous êtes la personne de la situation. Depuis un certain temps, moi je travaille sur, entre autres, l'excellence durable dans les organismes et l'entrepreneuriat. Donc on pousse les gens à agir dans la société, à se développer, à être proactifs, et en même temps, on s'aperçoit que les gens ne savent plus où est leur motivation. Pour exister, il faut être motivé. Alors je vous pose la question et j'aimerais bien, elle est difficile à poser, mais quelle est l'utilité de l'espèce humaine ? Oh, quelle belle question, cher monsieur. Alors on discute, à n'en plus finir, sur le fait
qu'on est à la quête du sens, qu'on a perdu nos référentiels, on dit nos références, que beaucoup de gens ne savent plus en effet pourquoi ils sont là, ni quelle est la signification de leur existence, qu'on se pose la question de savoir d'où on vient et où on va, est-ce qu'il y a une vie après la mort. Alors tout ça est évidemment l'objet d'innombrables débats de conscience intérieure. C'est très différent de ce qui se passait il y a 1000 ans. À 1000 ans, les gens disaient, on sait très bien, on est là sur Terre pour adorer Dieu, et puis on va au ciel et en enfer. C'était très embêtant, parce qu'ils avaient la frousse de l'enfer. Alors les mecs dans les auberges passaient les fesses aux demoiselles comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de changement dans le fond de la nature humaine. On était plutôt plus brutaux qu'on est aujourd'hui. Mais disons qu'on avait au moins un sens. On savait dans quel bout ça allait, maintenant on ne sait plus. Et la réponse, je crois que je l'ai. Le but d'une nature qui est devenue consciente à travers l'émergence humaine, c'est probablement le bonheur. C'est probablement la quête du bonheur. Et la quête du bonheur est étroitement liée à la capacité d'avoir, et c'est ce qu'a dit ce matin M. Lurier, d'avoir des rapports fraternels avec les autres. Parce que c'est un truc qui rend heureux. Beaucoup de gens, à ma place, vous auraient répondu différemment. Ils vous auraient dit, c'est d'arriver le plus vite à la retraite et alors de profiter de sa retraite. Alors je vois autour de moi mes amis de fac qui ont mon âge, ils profitent de leur retraite. Ils me disent, mais Jean, on m'appelle Jean, pas Jean-Marie, dans mes proches, Jean, pourquoi tu ne profites pas de ta retraite? Pourquoi tu cours à Douai aujourd'hui, à Lyon demain, à Toulouse après-demain? C'est pas raisonnable. Profiter de ta retraite. J'ai dit oui, j'y réfléchis. J'imagine très bien que, après avoir écouté le journal télévisé de Madame Lucet, à 13h, je file sur TF1 et je prends les feux de l'amour. Mais, direz-vous, il faut attendre à un moment donné assez longtemps pour regarder Plus belle la vie sur la 3 le soir. Il faut des projets. Un homme ne peut pas vivre sans projet. Il faut des projets. Mais je l'ai le projet, je vous l'ai dit. Acheter un fauteuil stressless pour Noël. Ça, c'est un grand projet. Alors mes copains m'ont expliqué que je devais profiter de ma retraite. Eh bien, le Gilbert, mon bon Gilbert, et mon bon Pierre sont morts tous les deux l'année dernière à mon âge, parce que tous les deux avaient l'idée qu'ils profitaient de leur retraite. Alors je me suis dit, surtout, il ne faut pas profiter de la retraite. Et il faut être heureux. Il faut être heureux. Et il y a un secret du bonheur. Il y a vraiment un secret du bonheur. C'est d'aimer. Ça paraît comme ça tout bête, parce que c'est pas génial de dire ça, mais ça rend heureux. Vous voyez, il y a un petit secret qui m'habite. C'est que moi, je ne me sens pas d'ennemis. J'ai des ennemis, mais je ne me sens pas leur ennemi. Quand il y a eu des problèmes, hop, c'est emballé, empaqueté, enlevé. Et on peut vivre dans des relations humaines chaleureuses. Monod me disait à propos de cette manière de vivre ensemble, où si on s'aimait, disait-il, eh bien, il n'y aurait plus de guerre, et il n'y aurait plus de gens pas nourris, il n'y aurait plus de gens malades pas soignés. Et il disait, et dans le métro, ça serait gai et joyeux. Mais je crois qu'il y a de ça. Et je suis très frappé quand même de ce fond de morosité qu'il y a dans notre société et surtout dans notre peuple. Nous sommes, semble-t-il, les plus pessimistes de toutes les grandes nations. Les émergents sont beaucoup moins pessimistes que nous. Je n'ai pas la clé qui expliquerait pourquoi nous sommes plutôt plus moroses et plus pessimistes que les autres. Mais j'ai un début de clé. Je crois que c'est parce que nous sommes très individualistes. Le français est très individualiste. J'étais dans un supermarché en Allemagne. Ça ne marche pas comme chez nous. Vous avez une dame qui prend un paquet, puis elle regarde sur l'affiche ce qu'il y a dedans.
Regarde ce qu'il y a dedans. Il y en a une autre qui arrive. Immédiatement, elles se mettent à se parler. Elle dit, en allemand, elle dit, prenez pas celui-là, il n'est pas bien, prenez plutôt celui-là. Nous avons essayé celui-là. Une troisième qui arrive, elle dit, oui, celui-là est très bon. Jamais en France, jamais. Nous sommes très individualistes. Et alors, peut-être que nous sommes moins capables d'avoir ces relations fraternelles les uns avec les autres, et peut-être moins capables, effectivement, alors aussi de nous aimer. Alors, est-ce que c'est parce que nous avons eu une lecture extrêmement réductionniste de la laïcité, qui est un concept auquel j'adhère totalement, parce que sinon nous sommes incapables de vivre ensemble, mais est-ce que nous en avons eu une lecture trop fermée, trop réductionniste? Est-ce que c'est parce que nous sommes, de tous les pays occidentaux, le pays où il y a le plus d'athées, avec le Canada? Je n'en sais rien, je n'ai pas la réponse à cette question. Je n'ai pas la réponse à cette question, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous devons chercher le bonheur à travers même les épreuves, et ce bonheur nous vient dans la capacité d'aimer, qui est quelque chose de fondamental. Alors je vous dis ça du haut de mes 78 ans, mais ça m'aide bien à vivre en profitant pour de bon de ma retraite, c'est-à-dire à vivre avec les uns et les autres et à partager. Et c'est important de partager. Une conférence, c'est pas mettre son ego devant une table. Vous perdez votre ego en cours de route. Et quand vous avez perdu votre ego, vous êtes merveilleusement heureux. Parce que si monsieur le ministre, ce qui est arrivé tout récemment, à qui je disais des choses extrêmement gentilles pour l'accueillir à un colloque, etc., oublie de me dire bonjour après, ce qui a été le cas, ça m'est complètement égal. Si ça m'est pas égal, alors je rentre chez moi, je suis désespéré, je suis scandalisé, je dis ce ministre vaut pas un clou. Si cet autre ministre nous invite chez lui, c'était le cas il y a 3 mois, pour faire une conférence, et qui, à la différence de ce qui s'est passé hier soir, oublie de nous donner à manger le soir. Et si nous rentrons alors à l'hôtel à 11h30 du soir, sans avoir mangé, parce qu'on ne nous a pas mis à l'hôtel, on ne pouvait pas manger, ben je ne suis pas fâché avec lui. Mais je le surveille de près parce que je crois qu'il va être candidat à la présidentielle. Je l'ai trouvé très sympathique. Il avait oublié. Alors si vous êtes comme ça, vous êtes heureux. Vous n'avez plus de tracasserie toute la journée, vous êtes heureux. L'amour, cher ami. Merci. J'ai pas vraiment de questions, mais je voulais faire partager mon expérience. Voilà. Comme je l'expliquais à la table du déjeuner, je fais un doctorat sur quelle formation pour favoriser un management holistique. Voilà. Et pour favoriser. Pour favoriser un type de management holistique. D'accord. Voilà. J'ai pas fait mes études en France et j'ai eu la chance de rencontrer des professeurs ouverts pendant mon mémoire de master. Et j'ai eu la possibilité, alors que j'étais dans une business school, de conclure que ce qui manquait, c'était l'amour. Voilà, j'ai pu l'écrire, j'ai pu le présenter pendant ma soutenance. Et après, je suis revenue en France après 6 ans d'absence. Et je suis allée à une conférence où il y avait tous les grands directeurs de développement durable des plus grosses sociétés françaises. Et on a eu un speech pendant le déjeuner par un écrivain qui disait « Je vous mets au défi de proposer une solution pour favoriser un développement commun, durable ». Et j'ai raconté mon histoire, comme je vous la raconte aujourd'hui. Alors, la première question qu'on m'a posée, c'est quelle école? Alors, comme c'est le partenaire hollandais de HEC, ça allait, j'ai continué mon histoire. Et ensuite, j'ai dit la conclusion. Et là, j'ai eu 2 réactions. J'ai eu des rires et des gens, et entre autres la réaction de cet écrivain qui m'a dit, puisqu'a priori, il fait beaucoup de voiles, je vais vous inviter sur mon bateau. Et d'autres gens qui sont venus me donner leur carte de visite en me disant que j'avais été très courageuse. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais rentrée en France et qu'en France, parler d'amour, c'est tabou. Et c'est très difficile. Donc depuis, j'ai appris à choisir mon vocabulaire différemment et j'étais surprise en fait de vous entendre comme ça.
Oui, mais vraiment, madame, c'est important ce que vous dites. Moi, je suis beaucoup à l'étranger puisque nous habitons à 10 kilomètres de Schengen et que nous allons chercher l'essence au Luxembourg tous les dimanches et qu'on va beaucoup en Allemagne. Bon, très bien. Il y a quelque chose qui est spécifiquement français. Vous voyez, j'ai fait à Überlingen une conférence sur nature et spiritualité. Il y a le mot spiritualité. Les Allemands, ça les gêne absolument pas du tout. Pas du tout. Et cette conférence, elle marche très bien. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais en France, je ne peux pas le dire. Si je dis je vais faire une conférence, si vous le voulez bien, sur nature et spiritualité, on me répond, ben non, parce que la mairie ne voudra pas nous donner la salle, on va croire que vous êtes dans une secte. C'est vrai qu'il y a, alors vous avez raison, il y a un problème français. C'est tout à fait vrai. Nous avons amputé toute une dimension qui est au cœur de l'humain et qui est présent dans tous les humains, tous sans aucune exception, jusque dans le plus grand criminel, il y a un petit coin quelque part qui résonnera, voilà. Mais nous avons amputé ça et ça me frappe beaucoup quand je suis à l'étranger. Parce que c'est encore plus drôle, c'est que la conférence Nature et Spiritualité, la première fois que je l'ai fait, c'était à la demande d'une grande association écologique marocaine. C'est au Maroc que je l'ai fait. C'est eux qui me l'ont demandé, ce thème-là. Et je l'ai fait à Fès, au colloque de Fès. Et ensuite, je l'ai trimballé un peu partout. Mais je dois l'habiller autrement pour la faire en France. Parce que le mot spiritualité est considéré comme appartenance à une secte, comme un esprit borné, comme étant obscurantiste ou illuminé. Vous remarquerez d'ailleurs que ces deux mots sont contradictoires, mais ça veut dire la même chose. Si vous êtes illuminé et obscurantiste, ça veut dire que vous êtes à côté de la plaque. C'est notre culture, madame, ça. Mais moi, je suis assez âgé pour m'extraire de ça et je dis ce que je pense, voilà. Et puis ça passe très bien, puisque c'est des valeurs qui nous sont communes à tous. Et je vous comprends très bien. J'étais sûr. Non, j'ai pas prévu d'intervenir sur toutes les sur toutes les conférences, rassurez-vous. En revanche, vous nous avez présenté une conférence un peu en décalage par rapport aux précédentes, notamment par votre conclusion sur l'amour. Vous avez parlé aussi du bonheur. Alors, certains ici sont un peu scientifiques et ont besoin, vous savez, d'indicateurs, de chiffres, de choses comme ça. Alors, j'ose pas la poser sur l'amour, mais bon, à la limite, pourquoi pas. Je vous la pose aussi sur le bonheur, donc du coup, je vous la pose sur les deux, tiens, après tout. Quels sont vos indicateurs de mesure, de performance? Est-ce que quand on fait du développement durable, on est dans cette approche? Donc, est-ce que nous sommes heureux? Est-ce que le bonheur existe dans le développement durable? Est-ce que l'amour existe dans le développement durable? Parce que je pense qu'ici, il y en a quand même certains qui, de temps en temps, sont malheureux dans leur métier de référent. Alors là, c'est bien, on est tous heureux, tout le monde a le sourire. Mais je pense que quand on retourne chez nous, effectivement, là, du coup, je vous rejoins complètement sur le fait qu'on devient seul dans notre établissement. Du coup, nous sommes malheureux. Alors, avez-vous une recette et comment faire pour arriver à faire remonter ces indicateurs? Terrible question. Redoutable question, notamment sur les indicateurs. C'est une question qu'il faudrait poser soit à l'INSEE, soit au roi du Bhoutan. Le Bhoutan est un petit pays coincé entre la Chine et l'Inde. Et le roi du Bhoutan ne veut pas communiquer à l'ONU son PIB parce qu'il ne croit pas au PIB. Il croit au BIP, le bonheur intérieur brut. C'est à ça qu'il croit, le roi du Bhoutan. Et alors, il installe son bonheur intérieur brut sur 3 critères, qui sont des critères très intéressants. D'une part, la biodiversité, parce qu'elle est richissime dans ce pays grand comme la Suisse, où du côté de l'Inde, on est à 200 mètres d'altitude, et du côté de la Chine, on est à 6000 mètres. Donc, il y a une diversité biologique extraordinaire. Deuxièmement, il abat sur les femmes, parce qu'il pense que les femmes sont les mères de la vie. Et les femmes sont favorisées.
mais pas dans le style, comment dirais-je, pieux, pas du tout. Non, elles sont indépendantes. Et elles ont des droits identiques à ces droits que nous avons octroyés, nous, si tardivement aux femmes. Et ensuite, il y a la troisième dimension, c'est le bouddhisme. Parce que dans ce pays, tout le monde est bouddhiste, ou à peu près. Et donc, le fait d'être bouddhiste, c'est d'avoir une philosophie commune qui fait que tout le bazar tient ensemble. Alors voilà quelque chose qui doit nous faire réfléchir, parce que c'est tout à fait intéressant et ça va à l'encontre des amputations dont je viens de parler tout à l'heure à madame. Alors la recette, moi j'ai beau parler, vous comprenez, et vous pourriez me renvoyer dans mes cordes aussi, parce que je n'ai pas d'autres contraintes que celles que je m'impose à moi-même. C'est-à-dire, si on m'invite à venir à Douai, je viens à Douai. Mais il n'y a pas d'obligation nulle part. Ce qui est très difficile, c'est quand on est dans des systèmes très contraints. Alors quand on est dans ces systèmes très contraints, où il y a de la souffrance au travail, où il y a parfois du harcèlement au travail, là, il faudrait espérer qu'à ce moment-là, on est au niveau des responsables de l'humanité. Vous voyez, nous avons notre institut, nous sommes une petite maison, mais nous avons instauré des systèmes de fonctionnement qui font que bon, ceux qui y sont bien. Ils sont bien parce que ils prennent leurs vacances quand ils en ont envie, on prend le café tous les jours, enfin on a un système où on est bien ensemble. Mais je pense que ça peut être pensé, un système où vraiment avec un DRH sensible, on peut arranger les choses. Il faut se méfier de quelque chose. Il faut se méfier des hiérarchies raides. Les hiérarchies raides, ce sont les hiérarchies qui nomment automatiquement, autoritairement une personne là. C'est comme ça chez les curés. On nomme le curé là-bas. Bon, il n'a pas envie d'aller là-bas, il est bien où il est. Puis ça marche très fort. Eh bien, si ça marche très fort, il faut qu'il reste où il est. Et c'est vrai dans toutes les entreprises. C'est pour moi vraiment un principe fondamental de fonctionnement, c'est d'essayer de faire que les gens soient le plus possible à leur place. Parce que lorsque les gens ne sont pas à leur place, alors ils sont malheureux et l'institution dans laquelle ils sont ne profite pas de leur présence et de ce qu'ils font. Et diminuer le poids des contraintes, essayer de permettre de la créativité, aller un petit peu vers ce modèle dont M. Mollet a parlé, qui était quand même très, très sympathique. Je pense que c'est un facteur très important du bonheur. Il faut essayer de réduire les contraintes et de mettre les gens là où ils vont s'épanouir. Parce que du coup, ils épanouissent aussi la collectivité dans laquelle ils sont. Alors moi, je n'ai pas d'indicateur pour ça. Mais bon, on voit bien qu'il y a des boîtes où ça marche moins bien que dans d'autres. Et ça dépend énormément des hiérarchies et des responsables. Énormément. Et puis, quand il y a des conflits, là, il faut séparer les territoires. Ben, j'ai ce principe, quand j'ai des conflits, je sépare les territoires. C'est-à-dire qu'on ne se marche plus sur les pieds. C'est très, très important. Alors, c'est très compliqué dans l'université parce que ce sont des institutions où le collègue reste en face de vous dans le labo d'à côté pendant toute la carrière. Alors si vous avez un grave conflit avec lui, c'est épouvantable. Maintenant, on mute les professeurs d'université. Mais moi, j'ai connu une époque où un professeur d'université était dans sa chaire était immuable, et la chaire d'à côté, c'était le collègue qui détestait. Et donc, ils se détestaient toute leur vie. Non. Alors, il vaut mieux séparer les territoires chaque fois qu'on peut, dans ces cas-là, pour diminuer l'impact des conflits. Voilà quelques petits points de suspension et d'interrogation à votre si bonne question, madame. C'était une très bonne question. Moi, j'avais une question aussi sur cette civilisation de l'amour. En fait, comment ça se traduit? Comment ça se traduit concrètement? Pour vous, quelles seraient les 3 premières choses à changer pour être dans cette civilisation? Que ce soit dans la pratique quotidienne ou voilà.
quitte à peut-être vous heurter, je pense que ça serait de diminuer la fuite en avant éperdue dans la compétition internationale et dans la compétition partout. Parce que ça revient à la question que monsieur m'a posée tout à l'heure, quel est le sens de notre présence sur la Terre? Nous croyons que le sens de notre présence, c'est un progrès toujours plus rapide, d'aller toujours plus vite, cette redoutable culture du résultat qui veut qu'on va nous enlever les trucs de radar, mais que depuis hier soir on ne les enlève plus, mais on va mettre des radars automatiques, mais on les mettra n'importe où. C'est une confusion extraordinaire, j'ai rien compris du tout, j'ai pourtant bien écouté dans ma chambre. La culture de résultat, c'est pas ça d'abord. D'abord, c'est que les gens soient bien. Il ne faut pas les stresser tout le temps. Et encore, vous choquez plus, il ne faut pas faire des réformes tout le temps. Ce qui marche, on ne le change pas. Si j'étais nommé demain ministre de l'Éducation nationale, ce qui serait une immense catastrophe, je ferais un discours. Je dirais, je ne ferai aucune réforme. Aucune réforme. J'essaierai de faire marcher les choses dans leur mouvement naturel. Peut-être que j'essaierai de faire que tous les enfants français parlent anglais, ça serait plutôt bien. Mais cette espèce de fuite éperdue désécurise les gens complètement. Il y a énormément de gens qui ne savent plus se positionner parce que leur boulot, il change tout le temps, parce que on me dit, j'ai téléphoné là de rire et on ne m'a pas donné de réponse. Je dis, il n'y a plus de rire, il y a une DREAL. Mais il y a une DREAL pour encore 3 semaines, il y a pas près, il y aura un DREAC, et puis après encore autre chose, puis encore une fois autre chose, puis encore une fois autre chose. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Les grands empires, madame, les 2 plus grands empires de l'histoire de l'humanité, la Chine et l'Égypte des pharaons, étaient fondés sur l'idée inverse. C'était l'idée excessive aussi, il fallait surtout que rien ne change. La Chine des mandarins avait ces fameux mandarins qui veillaient à ce qu'il n'y ait d'innovation nulle part. Et si quelqu'un avait fait une invention, elle n'était prise en considération que s'il pouvait prouver qu'elle avait déjà été faite avant lui. Et oui, et chez les pharaons, c'était pareil. Alors c'était pas bien non plus. Mais entre la Chine des mandarins et le système dans lequel nous vivons, nous, c'est 2 extrêmes. Et je résumerai en disant, il ne faut pas stresser les gens tout le temps. Je vois des fonctionnaires, je vois beaucoup de monde, je vais à beaucoup d'endroits. Alors ils sont épuisés, parce que les textes s'accumulent, il y a de plus en plus de textes, et de plus en plus de textes, et puis ça change tout le temps, puis il faut qu'ils fassent autrement, puis il faut qu'ils soient moins nombreux, puis il faut qu'ils travaillent plus, puis il faut qu'ils travaillent moins, puis c'est tout ça qui empêche qu'il y ait un minimum de sérénité. Je crois qu'il faut 2 qualités à nos sociétés, qu'elles retrouvent de la sérénité, et qu'au niveau de tous ceux qui ont des charges de responsabilité, qu'il y ait du discernement. Le discernement, c'est la capacité d'avoir un jugement un peu précis sur une situation et de s'écarter des modes passagères, de l'éphémérité des choses, de l'écume des jours. Nous sommes dans l'écume, souvent. Les people, c'est de l'écume. C'est rien, les people. Ça fait marcher gala. Ça, c'est vrai, ça a donc des retombées économiques, mais il y en a, c'est rien. Rien. Vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire? Moi, j'essaie dans ma petite maison, j'étais maire adjoint à Metz, et donc j'étais là quand le maire était au Sénat, ensuite il était ministre, donc j'étais là tout le temps à la mairie, du matin au soir. J'ai vu ce que c'était la gestion d'une collectivité de 3000 personnes. Ben, j'ai appliqué en gros ces principes de bon sens. Et je crois que ça marchait plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal. J'ai aussi appliqué un autre principe. C'est que je considérais que l'argent que versent les citoyens pour leurs impôts devait être réduit au maximum. Alors quand les services venaient m'apporter un projet,
m'expliquait le projet, je regardais le projet, j'ai dit trop cher. Ah, il me dit, mais on ne peut pas faire moins. Ben, j'ai dit, si vous faites 20% de moins, et puis vous revenez me voir lundi prochain. Lundi prochain, il revenait, le projet coûtait 20% de moins. Hein. Ça marchait très bien aussi, ça. C'était aussi une innovation très originale. Mais voilà, j'avais ces principes de gestion. Je les ai maintenant dans une toute petite maison où nous sommes 6, mais ça marche de la même manière. Et si vous êtes un responsable, vous devez faire qu'il y ait le plus de bonheur possible dans votre boutique. Et si vous faites du développement durable, votre action a un sens par-dessus le marché. Alors c'est plus compliqué quand on est fabricant de cigarettes, parce que là, le sens, c'est plutôt un sens en marche arrière. Mais quand on est dans le développement durable, on est dans du sens, parce que c'est pour nos enfants, pas pour l'avenir de la planète. La planète s'en fout pas mal de nous. Elle tournera autour du Soleil, même si nous ne sommes plus dessus. Mais pour l'avenir des humains sur la planète, oui, ça a du sens. Moi, c'est pas pour une question, donc c'était pour vous remercier d'être intervenu. Je veux le faire d'abord, je pense pouvoir le faire au nom de tous les participants. Je vais le faire au nom de l'école, de toute l'équipe qui a organisé cette conférence. Je voudrais le faire aussi plus spécialement au nom de Jean-Claude Duriez, le directeur qui malheureusement n'a pas pu assister à cette conférence, et je crois qu'il aurait été très touché par ce que vous avez dit sur ses interventions et sur ce qu'il essaye de faire à la tête de l'école. Je vais le faire en mon nom personnel parce que j'ai eu la chance de... Moi, j'ai pas été surpris par votre conclusion parce que j'ai eu la chance de vous rencontrer à Metz il y a probablement une quarantaine d'années, quand j'étais encore un jeune gamin avec mes parents. Et je peux vous dire, comme vous ne serez probablement pas ministre de l'Éducation nationale, nous, à défaut de pouvoir faire apprendre l'anglais à tous les enfants, on essaye de faire que tous les élèves de l'école le maîtrisent parfaitement, et même peut-être qu'en dernière année, on a pas mal de cours en anglais, et puis on essaye de faire aussi que les élèves chez nous non seulement apprennent des choses, mais s'y sentent plutôt bien, et s'ils peuvent s'y sentir heureux, je crois qu'on sera content. Merci encore pour votre intervention. Merci, Monsieur Terry. Vous embrassez papa et maman. Nous le connaissons depuis 100 ans. Pas tout à fait 100 ans, mais presque. Merci à tous. En tout cas, c'était un grand bonheur pour moi de partager ce moment avec vous. Peut-être à une autre fois pour les uns ou les autres.